Là. Ah, Voilà, ça magnifique. y est. Tu vois, c'est bien ce que je disais, c'était pas encore parti. Si, c'était parti le live, c'était juste pas parti de l'enregistrement. Ah, Ah, voilà, ça magnifique. y est. C'est toi les Ouais, couleurs, je c'était crois. pas encore parti. Si, c'était parti le live, de l'enregistrement. C'est bon? C'est tout bon pour moi. J'ai coupé le son sur Facebook pour pas qu'il y ait de l'écho. Donc on est tout bon. Du coup, bonsoir Sarah. Coucou. Bonsoir Bah, tout le monde. coucou à toi avec qui j'étais déjà avant, et puis bonsoir tout le monde. Voilà, si vous êtes là, faites-nous savoir que vous êtes là, ce serait cool. Mm, Voir même si vous avez envie, alors sur le thème de ce soir où on va parler de sécurité et liberté dans la relation, mm. ce sont souvent des trucs qu'on a tendance à mettre en opposition, hein. Si vous avez envie qu'on aborde certaines choses ou si vous avez certaines questions, ce sera cool de nous les communiquer. Parce que bon, je pense que comme d'hab, nous, on va avoir des choses à dire sur le sujet, c'est pas le problème. Mais c'est toujours cool aussi que ça puisse répondre, parce que c'est aussi le but de ces lives, hein, que ça puisse répondre à vos interrogations, que voilà, ça puisse faire du sens par rapport à ce que vous vivez en ce moment, des questionnements que vous avez en ce moment, tout ça, tout ça. Yes. Bonsoir Eliane. Je vois qu'Eliane s'est Ah connectée. oui, Mm. hello. Ok. Bon. Ouais, je trouve que c'est un chouette thème. C'est un thème intéressant. On aborde souvent des points précis dans la relation. Et là, on est sur quelque chose de plus global. Ouais. Et c'est vraiment intéressant de voir le lien que l'on fait entre la sécurité, consciente ou inconsciente, ou la sécurité, comment on peut se l'imaginer, Oui. et la liberté, qu'elle soit consciente ou inconsciente, et surtout la définition de la liberté que l'on peut aussi s'inventer ou s'imaginer. Et justement, pour débuter ce live, Oui. il m'est revenu en mémoire une phrase que j'avais entendue dans une émission sur les Rolls-Royce. Tu vois, c'est Cool. de quoi il parle? En fait, le présentateur expliquait, bah voilà, il présentait des Rolls-Royce de collection, des très belles voitures, des anciennes très très chères. Il disait, voilà, cette voiture avait appartenu à une duchesse, enfin peu importe. Ouais. Et la duchesse disait souvent, je préfère pleurer dans une Rolls-Royce que rire sur un vélo. Ok. Oui. Ok. Je trouvais cette phrase, elle était d'une violence, Hmm. parce que quelque part, cette dame, enfin, j'interprète là, tu vois, je me dis que quelque part, cette dame, ok, elle avait sans doute des hauts et des bas dans sa vie, mais elle Ouais. s'était créée une certaine forme de sécurité, elle s'était Mhm. créée sa cage dorée dans laquelle elle avait la sécurité financière, clairement, mais il y avait d'autres points. Et c'est là où c'est intéressant qu'on aborde la sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres points, d'autres sphères de sa vie dans lesquelles elle était en insécurité. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Ouais, alors bah, moi, en fait, je vais essayer de me canaliser parce que j'ai tellement de choses qui me viennent là d'un coup sur le thème, tu vois. Ah, Juste avant, je t'ai dit, comme je l'ai préparé, le je, mot débranché. Hop là. à chaque fois, je te dis, j'ai rien préparé, je sais pas de quoi je vais parler. Et là, j'ai 12 000 trucs qui me viennent. Alors attends, je vais essayer de canaliser tout ça. Et peut-être juste avant qu'on commence, oui, voilà, c'est ce que je te disais aussi avant. Je vais juste mettre un mot pour dire qu'il y a beaucoup d'évolution aussi en ce moment dans mes accompagnements, dans ce que je vais proposer et dans ce que je propose. Donc, allez regarder si ça vous intéresse. J'ai fait des posts récemment sur ça. Donc, il va y avoir beaucoup d'immersions en groupe, en présentiel. Je propose aussi maintenant des immersions en one-to-one, donc vraiment pour les personnes qui veulent un accompagnement privilégié qui permet de faire du sur-mesure sur plusieurs jours. Et donc, il y a toujours la possibilité de vivre le process union sacrée, mais avec un fonctionnement, une formule un peu différente sur un temps plus long, avec une sorte d'abonnement mensuel. Et la nouvelle version du processus sexualité sacrée que je vais recommencer là en juin. Donc là, je vais la recommencer en groupe, en distance, mais je vais aussi proposer des immersions sur le thème de la sexualité, l'ouverture au ce que j'appelle le tantra intuitif, parce que tantra, c'est
tellement galvaudé ce mot à l'heure d'aujourd'hui. Il est tellement utilisé à tout va que même quand mon intuition m'a dit appelle-le comme ça, je me suis dit mais non, c'est trop. C'est Ouais, trop. je crois que McDo va sortir un burger tantra aussi, parce que c'est à la mode. Donc, tantra cheeseburger, un truc comme ça. Ça m'est même pas, tu vois. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est vrai, c'est comme ces mots-là, comme ça, qui sont utilisés à tort et à travers, en veux-tu, en voilà. Non, mais oui, mais en plus, laisse tomber, c'est tellement. Je me tapais des délires, tu vois, avec une amie, tu sais, elle appelait ça les tantri chakri, tu vois. Genre, en fait, c'est devenu sous couvert de tantra, en fait, on va dans plein de trucs qui ne sont même plus connectés à l'essence et à l'origine du tantra, en fait. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà, tout ça pour vous dire que je sens que bah là, de toute façon, je suis en train de restructurer plein de choses dans ma façon d'accompagner. Et je sens vraiment là de plus en plus l'appel des présentiels et l'appel aussi de faire des formats plus longs et plus courts, parce que j'ai aussi une formule sur juste un mois. Toujours sur les relations, la sexualité sacrée, l'unité, l'accompagnement à l'unité et tout ça. Bref, voilà. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse-là. Et ensuite, je vais essayer de me canaliser pour tout ce qui me vient par rapport à liberté, sécurité. Le premier truc, en fait, qui me venait en t'écoutant là, c'est que, bah, comme je disais un peu avant, on a souvent tendance un peu à les opposer, tu vois, à dire, bah, en gros, on ne peut pas avoir de liberté si on veut de la sécurité, ou si on a de la sécurité, on ne peut pas avoir de liberté. Bah, un peu comme tu disais avec l'image que tu donnais avant. En fait, la nana, elle avait une sorte de sécurité, mais au final, ça l'a privée d'une forme de liberté. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que des fois, ça peut fonctionner comme ça. Et en même temps, si on y revient vraiment tu sais, au niveau des fonctionnements de l'être humain, ben, c'est très difficile d'avoir. Et moi, c'est beaucoup mon fils qui m'a appris ça. C'est beaucoup dans la relation avec mon fils que j'ai observé ça. Je vais donner un exemple très concret qui m'a permis de comprendre ça. C'est que moi, au début, j'étais en mode. Euh, vous m'auriez connu quand je suis devenue maman. J'étais vraiment en mode zéro cadre, je vis au jour le jour, je me laisse porter, je veux aucune contrainte, je veux aucune règle, tout ça, tout ça. Bon. Je ne l'avais pas forcément conscientisé comme ça, mais il y avait vraiment dans mon fonctionnement quelque chose comme ça. Et en fait, pendant 2 ans et demi, mon fils n'a pas fait une nuit normale. C'est-à-dire que j'étais réveillée entre 6 à 10 fois par nuit, toutes les nuits, en plus de passer des heures à le coucher. Donc, autant dire que j'ai vécu, enfin, je l'ai vraiment vécu comme un enfer, ce truc-là, tu vois. Parce que la privation de sommeil, vraiment, c'est chaud, quoi. Moi, à cette époque-là, j'étais omnubilée juste par le fait de dormir. Je n'avais plus rien à foutre du reste. Tu pouvais me parler de n'importe quoi d'autre. J'en avais rien à secouer. Ma seule priorité, c'était de dormir, tu vois. Dès que j'avais du temps, dès que j'avais un espace, dès que j'avais la possibilité, tout le reste, ça passait après dormir, tu vois. Et en fait, donc du coup, j'étais à un point, j'étais désespérée, tu vois. J'avais essayé plein de choses et en même temps, je voulais pas, tu vois, être dans les démarches de je laisse pleurer mon enfant, tu vois, et je le laisse pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Enfin, il y avait une partie de moi, c'était pas OK, tu vois. Donc ça, c'est pas partie de mes options. Donc j'ai cherché, j'ai tâtonné, tout ça. Puis un jour, je tombais sur un article de blog et qui parlait d'un livre qui n'était plus édité à l'époque. Et la nana disait, ben, ce livre écrit par une Suédoise, je crois, révolutionnaire, quoi. Genre, en trois jours, mon enfant est normé, quoi. Je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, bah, je vais essayer. Donc, j'ai trouvé un moyen de me procurer ce livre. Donc, je me suis procuré ce livre. Et j'ai appliqué d'ailleurs la méthode, qui est une méthode bienveillante. Et en 3 jours, mon fils dormait 12 heures la nuit. Alors, vous attrapez la batte de baseball, ok. Vous pivotez de 45 degrés, ok. Vous vérifiez bien que l'enfant est devant, ok. Et d'un geste net, ok. Son fort, c'est suédois quand même, hein. Ah, il dort, hein. Ah, bah ouais, il est fou, hein. Ouais. Pour le réveiller, un seau d'eau rempli de glaçons. D'accord, bah, la douche suédoise, la fameuse. Non, mais ce truc incroyable, moi, j'y croyais pas. En plus, la méthode, elle est quand même. Elle te demande la première nuit de faire une nuit blanche. Donc, autant te dire que quand tu as passé 2 ans et demi à pas dormir, tu as envie de tout, sauf de faire une nuit blanche. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais motivée à un point, je me suis dit, je mise tout là-dessus.
Et en fait, ce qu'elle explique dans ce livre, c'est que la base de l'accompagnement de l'enfant pour l'aider à dormir tient dans le fait de lui mettre un cadre hyper clair au quart d'heure près. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qui se passe et quand. Pourquoi? Parce qu'elle explique qu'un enfant qui se réveille la nuit, c'est un enfant qui se sent en insécurité. Comme, par exemple, elle donnait je trouvais ça très parlant, tu vois, quand tu es en temps de guerre, que tu dors dans ta tente et tu n'as personne qui veille devant, bah, tu n'arrives pas à dormir en fait, parce que tu es en insécurité permanente, tu es en état d'alerte permanente, ce qui fait que finalement, tu ne peux pas te déposer et tu es en état de, tu vois, tu es sur le qui-vive tout le temps et tu ne peux pas vraiment jouir finalement, tu vois, de ta liberté, puisque tu es dans une sorte d'état tout le temps de stress, d'alarme, tu vois. Et elle disait, bah, l'enfant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il se réveille la nuit, c'est qu'il a l'impression que, comme si vous n'étiez pas devant sa tente ou devant sa chambre pour veiller, et qu'il est en insécurité, en danger, parce qu'au niveau archaïque, tu sais, dans le cerveau humain, même si aujourd'hui, on a peu de risques de se faire attaquer par des animaux la nuit ou des choses comme ça, bah, il reste, tu vois, des réflexes archaïques. Et l'enfant, bah, tant qu'il ne sent pas que son parent il est là pour veiller, eh ben, il se réveille. Et le truc, c'est que tu sais, quand on a des réflexes type le prendre dans les bras, tu vois, pour le sécuriser, ben en fait, au niveau archaïque, l'enfant, ce qu'il comprend, c'est il y a vraiment un danger. C'est pour ça qu'on me prend dans les bras. Parce qu'il faut s'en aller, il faut faire quelque chose. Voilà, tu vois. Carrément contre-intuitif, mais tu as raison. Mais oui, mais c'est complètement inconscient, c'est de l'archaïque inconscient, tu vois. Alors que moi, pensant bien faire, je le prenais dans les bras en me disant ça va le sécuriser, nanana, tu vois. Bref, magique, en 3 jours, il dormait 12 heures, c'était la révolution. Mais du coup, ce que ça m'a permis de comprendre, et qu'elle explique très bien dans ce livre, c'est comment l'enfant peut jouir de sa liberté quand il se sent en sécurité. Et ça a révolutionné ma vie. Parce qu'elle explique qu'un enfant qui dort bien, qui a un cadre clair, et ben, en dehors des espaces où il mange, où il sait ce qui se passe, il est complètement libre d'exprimer sa créativité, d'exprimer son imagination, parce qu'il est soutenu par un cadre dans lequel il est en sécurité. Il n'est pas tout le temps en état d'alerte de qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se passer, et du coup, il ne peut pas se laisser aller à ce qu'il a à faire, c'est-à-dire jouer. Oui. Et là, moi, j'ai transposé ça à la vie d'adulte. Je me suis dit, ah ouais, en fait, je dépense une quantité de temps et d'énergie folle à patauger dans la semoule juste parce que je refuse de créer du cadre. Et au final, je ne jouis que de très peu de liberté. Donc, en fait, ça m'a aidé pour moi recréer du cadre dans ma vie, pour me réconcilier avec l'aspect de la sécurité dans ma vie et comprendre que c'était intimement lié à la liberté. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire et je trouve ça beau ce que tu nous partages ce soir parce que moi, je trouve que c'est 100 c'est encore plus lié justement, à la spiritualité et justement à la canalisation des énergies subtiles et Oui. des informations de la vie. Parce Oui. que si je peux faire une analogie un peu grossière, Vas-y. bah, justement l'énergie de la vie, la subtilité, les intuitions, toutes ces choses-là, tous les informations qui nous arrivent, pour moi, c'est comme de la c'est comme de la lumière, c'est comme de l'information, bref, ça c'est de l'énergie Oui. et si on la canalise, comme par exemple au travers d'une fibre optique, d'un tuyau précis, donc un cadre à cette énergie-là, on la canalise beaucoup mieux Oui, c'est ça. et c'est pareil dans la vie, en fait, il y a cet adage que tout le monde connaît, je veux dire: «Sans barrière, pas de liberté», mais c'est pas pour rien parce que pour que pour qu'on soit vraiment, comment dire? Pour qu'on mette de la matière, dans un projet ou dans une vie et cetera, il faut justement pouvoir faire rebondir l'écho de nos envies sur des murs bien clairs, Oui. tu vois? Pour Ouais, ouais. avoir une idée correcte de exactement où est-ce que l'on est, où est-ce qu'on veut aller. Oui, c'est ça. Non, il y a juste un truc qui me vient, pardon, je ne sais pas si tu avais terminé. Vas-y, j'ai fini justement. C'était que, en fait, pour moi, la liberté, justement, elle est de se construire en conscience un cadre qui soutient et qui sous-tend nos véritables intérêts ou nos Ouais, aspirations profondes. En fait, elle est là. Et quelque part, dans la relation, oui. alors c'est marrant parce que justement, si on revient sur cette espèce d'opposition qui est faite souvent entre liberté et sécurité, tu vois, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec le fait
de ne pas se sentir la liberté d'exister dans tout ce que l'on est. Et J'adore la direction que tu prends là. voilà. Et en fait, souvent, ce qui fait que on va dire, bah, OK, cette relation m'enferme ou m'empêche d'être libre, c'est parce qu'on ne se sent pas la liberté d'exister dans tout ce qu'on est, dans cette relation. Alors, on peut dire que l'autre est responsable, et peut-être l'autre a sa part de responsabilité là-dedans, mais il y a quelque chose quand même aussi à regarder de, finalement, pourquoi j'ose pas être, exister et prendre ma place d'une certaine façon dans cette relation, dans l'entièreté de tout ce que je suis, et j'ai envie de dire avec tous mes paradoxes, avec tous mes conflits internes ou tous mes aspects, entre guillemets, contradictoires, tu vois. Pourquoi je me cantonne à exprimer à l'autre qu'une partie de moi? Parce que souvent, en fait, c'est ça, on a comme dans l'inconscient, et ça, c'est lié à des traumas de l'enfance, tu sais, on a morcelé. OK, si je suis la femme de ou du coup la mère de famille, je ne m'autorise plus à aller dans certains espaces, tu vois. C'est le fameux conflit, l'archétype de la pute et la sainte ou la mère et la pute, enfin, un peu tous ces trucs-là, tu vois, en fait, où on morcelle et on s'autorise à exprimer juste des bouts de nous, mais pas une globalité, tu vois. Ce qui fait que oui, à un moment donné, forcément, on étouffe. On étouffe puisque on n'est pas que ça, on est ça et ça. Et on a besoin d'exprimer le et, en fait. Moi, j'aime beaucoup, j'ai une personne que j'accompagne dans un de mes groupes récemment, elle m'a dit, Sarah, ce que j'adore avec toi, c'est qu'il y a vraiment une énergie unificatrice, c'est-à-dire c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, dans mon énergie, dans ma vibration, dans ma façon d'être, dans ma façon de travailler aussi, en fait, on est tout à la fois. Et on peut tout vivre, on peut tout ressentir, on peut laisser tout traverser. Simplement, on peut aussi choisir, OK, qu'est-ce qu'on acte, tu vois, à travers tout ça. Et dans quelle direction j'ai envie de poser des actions? Est-ce que j'ai envie de nourrir ce truc-là à travers mes actes ou ce truc-là? Mais fondamentalement, on est tout en même temps, tu vois. Et je crois qu'il y a une profonde insécurité qui se crée dans les relations parce qu'il y a des tas de choses que... Il y a un manque de, j'allais dire, de transparence de soi à soi, mais aussi avec l'autre, de tout ce qu'on est. Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas, si je suis dans un conflit dans ma relation, ok, j'ai un conflit dans ma relation, mais il y a une partie de moi qui a envie que ça s'arrange. Donc, quand, je ne sais pas, l'autre revient vers moi et me dit oui, je suis désolée, tu sais, je t'aime, ou voilà, tu vois. Il y a une partie de moi qui va avoir envie de lui dire aussi, oui, moi aussi, je t'aime et je suis désolée, j'ai envie que ça s'arrange. Mais en même temps, si à ce moment-là, je suis encore en colère ou qu'il y a une partie de moi qui le déteste, si je la mets de côté juste parce que je veux me réconcilier, tu vois, il y a quelque part où je ne suis pas dans ce et, tu vois ce que je veux dire. Et c'est OK, hein. Mais moi, j'aurais tendance à dire, ouais, moi, je vois que j'ai aussi super envie, par exemple, de me réconcilier avec toi. Mais putain, il y a une partie de moi là qui te déteste et qui a juste envie de faire ça ou de faire ça ou de faire ça. Et juste le fait de le dire, en fait, même si je ne vais pas acter ça, ok, c'est comme si cette part de moi qu'on pourrait juger honteuse, elle a le droit d'exister, elle a le droit d'avoir de se juger, elle a le droit d'avoir envie de dire des horreurs ou que sais-je, tu vois. Mais juste le simple fait de l'autoriser, tu vois, et d'oser exister dans cette part de moi avec l'autre, ça crée une sécurité, tu vois, ça crée un sentiment de sécurité. Et ça crée une immense liberté aussi parce que finalement, waouh, j'ai l'espace d'exprimer tout. Et cette autorisation, moi, je sais que je me la suis donnée et je n'ai pas attendu que l'autre vienne me la donner. J'ai appris à me la donner, cette autorisation-là. OK, peut-être l'autre, ça va le challenger, peut-être l'autre, ça va venir le chercher, que je lui dise, il y a une partie de moi qui déteste en ce moment et qui est en colère, tu vois. Mais c'est la vérité de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne suis pas juste j'ai envie de me réconcilier avec toi et je t'aime. Il y a aussi quelque chose qui est là et je ne mets pas tu vois, dessus. Et sincèrement, je crois qu'il y a, enfin, c'est pas je crois, c'est j'expérimente chaque jour, moi, dans le quotidien et dans toutes mes relations, que ce qui crée de la sécurité, c'est globalement ça. C'est quand tu sais
de toi à toi déjà, et aussi dans la relation à l'autre, que tu as l'espace d'exprimer tout ce que tu es, tu vois. Ouais. Ouais, si je te suis là-dessus, en clair, ce que tu dis globalement, c'est d'aller exprimer toutes les parts de soi, dans la situation et se sentir libre de le faire. Comme tu l'as dit, bah, voilà, dans le cas d'une dispute, dire à l'autre: «Bah, voilà, je t'aime, sauf que là, j'aurais envie qu'on aille se promener dans les bois pour que je te mette un gros coup de hache en travers de la tronche, que je t'attache à un chêne et que je regarde les coyotes bouffer tes couilles de connard. Mais je t'aime». Mais c'est aussi ce qui m'est passé par la tête après que tu aies fait ce que tu as fait. C'est Ouais, je comprends. c'est Après, ça et tu peux livrer forcément tous les détails, mais plus en fait d'être ouais, mais là, comme ça, l'autre peut être sûr de se dire: «Ouais, moi, je vais peut-être pas refaire la» non, je plaisante. Mais et c'est pareil pour les 2 à ce moment-là, quand aussi aller voir quand la personne, vient, vient pour demander pardon ou s'excuser, bah, justement, quelle partie d'elle, elle met en avant et quelle partie d'elle, elle dénie aussi. Parce qu'il y a aussi ce travail de à un moment donné, quand il y a la guerre dans les 2 camps, hem, celui qui va chercher la paix, en fait, apporte, une nouvelle énergie dans la communication. Mais pour autant, il ne faut pas que la personne qui essaye de faire un premier pas, nie tout ce qu'elle ressent. Juste pour se dire: «Bon, c'est bon, on s'est assez disputé, moi, j'ai appris que dans un couple, il fallait pas se disputer, donc je vais aller me rabibocher à l'autre pour correspondre à l'image que j'ai du couple». Là, encore une fois, tu vois, on va dans des schémas qui nous restreinent en tant qu'expression de ce que l'on vit. Ouais, c'est ça. Mmh. Moi, ce qui me vient, tu vois, c'est qu'en fait, on est tous animés à, j'allais dire presque à chaque instant, Mmh. par toutes sortes d'énergies, entre guillemets, contradictoires, tu vois. Ouais. En fait, elles sont pas contradictoires, on dirait elles sont duelles, tu vois, on parle de dualité. Et pour moi, il y a vraiment. D'ailleurs, je crois que tu as commenté parce que j'ai partagé une vidéo de Franck Lobvet hier qui parlait aussi de ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, lui aussi il parle de Mmh. ça. Je le découvre, hein, je ne connaissais pas, mais en fait, de comment, pour moi, ça a du sens d'englober tout ça en même temps, tu vois, de contenir tout ça à la fois. C'est-à-dire, je ne suis pas ça ou ça. D'ailleurs, je ne suis rien de tout ça. Juste, c'est des différentes expressions de la vie qui sont là à travers moi. Puis du coup, en plus, on sort, tu sais, de ces espèces de trucs qu'on voit beaucoup dans le développement personnel que moi, j'encourage pas, tu vois, c'est par exemple de la pensée négative versus la pensée positive. Tu vois, on reste complètement dans la dualité. Genre, il faudrait nourrir des intentions ou des émotions ou des pensées positives, tu vois, pour attirer des choses positives, etc. Et moi, je pense que euh, s'il y a une chose à laquelle, entre guillemets, l'univers répond, s'il doit répondre, parce que ça, c'est un autre débat, c'est plutôt à notre capacité à contenir tout ça à la fois, tu vois, et avoir de l'amour pour tout ça en même temps, en fait, sans Mmh. dire ça, j'en veux pas, tu vois. Tu sais, c'est comme dire, en fait, tu sais, ça revient à dire, ouais, moi, je veux vivre, mais qu'une partie de la vie. Bah ouais, Mmh. tu peux pas être mort-vivant ou alors tu es un zombie, tu vois. Mais c'est ça, en fait, littéralement. Tu deviens un zombie si tu dis, moi, toute la partie de la vie qui est la tristesse, la colère, tous ces trucs-là, je n'en veux pas. Ouais. Ça, je veux pas le ressentir. Je veux que la joie, l'enthousiasme, ta. Mmh. Euh, Ça va pas marcher, en fait. Si tu refoules Si, là, avec de l'exomil, là. Du Xanax. Si, ça marche très bien, hein. Si, si. Mais là, parce que si tu refoules les trucs, entre guillemets, négatifs, donc que tu juges des mmh. actes, ok, ben, tu bloques le canal tout court. Donc, tout ce qui est la joie, l'amour et tout ça, ça va aussi se tarir, en fait. Mmh. C'est pas je laisse circuler juste d'un côté du tuyau et puis pas de l'autre, en fait. C'est soit je laisse tout et là, je suis en vie, soit bah, je commence à faire du tri et puis je m'éteins progressivement parce Ouais. que je ne veux, en fait, qu'une partie des choses, de l'expérience qui m'arrange. Et en plus, via mes propres filtres, via mes propres perceptions, de ce qui est cool et pas cool, de ce qui est bien et pas bien. Enfin, tu vois, ça reste très limitant, en fait, finalement. Alors Extrêmement que, limitant. pardon, vas-y, t'as dit? Ouais, non, extrêmement limitant, tout à fait. Ben ouais, c'est ça. Alors que si tu es. Attends, je vois un commentaire. J'ai pas de H, je fais comment? Bref. Hello Laurent. Euh, ouais, en fait, alors que quand vraiment de plus en plus, tu es dans cette capacité d'unifier, en fait, d'intégrer, de contenir tout à la fois.
putain, ça fait du bien, tu vois. Genre, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits entre différentes énergies, tu vois. Ça veut juste dire que bah, c'est plus un problème, en fait. C'est moins un sujet. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins le sujet, effectivement. Mais du coup, me vient la question toute bête, comment on prend conscience Ouais, de ces parts de soi, que l'on met de côté pour, entre guillemets «vendre» la version la plus aimable possible pour le reste du monde? ouais, Comment on prend conscience de ça et surtout comment on arrive à se connecter au courage de l'exprimer? ouais. Je crois que comment on en prend conscience, ma réponse, c'est qu'on en a conscience. Je pense que globalement, la plupart du temps, quand on fait ou qu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on veut plaire ou qu'on veut être aimé ou que peu importe, on le sait. Tu vois, je pense que c'est très rare qu'on ne le sache pas ou qu'on n'en ait pas conscience, même si, oui, il y a quand même des schémas ou des identités, c'est-à-dire des structures même de notre identité qu'on croit être nous, qui sont basées sur une recherche de ça. Mais là, on parle plus de structure. Mais en tout cas, moi, de ce que j'en sais, c'est que pour aller conscientiser ces structures-là, qu'on confond bien souvent avec notre identité ou ce qu'on peut appeler notre personnalité, ou qu'on croit qu'on est ça, tu vois. Mmh. Comme là, si on parle de couches vraiment très profondes et vraiment très inconscientes, ben, en tout cas, pour moi, souvent, ça prend justement un accompagnement. En tout cas, moi, ça m'a toujours beaucoup aidé aussi tu sais, d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, puis qui peut aller voir ça sans que, tu sais, toi, quand tu as la tête dans le guidon, tu ne le vois pas nécessairement, tu vois. Donc, Mmh. c'est souvent, en tout cas, moi, c'est souvent quelque chose qui m'a aidé. Après, ce qui me vient, c'est qu'en général, quand on fait quelque chose dans l'espoir conscient ou inconscient d'être aimé de l'autre, mais qu'on se nie soi, ben, bien souvent, même si l'autre, entre guillemets, nous donne une forme d'amour ou de validation, ou peu importe, ben, dans ce que nous, on va vivre ou ressentir, tu vois, ça Mmh. va pas ça va pas être satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre inconscient qui sait que, ben, en fait, l'autre me donne quelque chose pour ce que je ne suis pas vraiment. Mmh. Finalement, plutôt que de renforcer mon sentiment d'amour-propre, ça me renforce dans ah bah tu vois, ce que l'autre aime, c'est pas ce que tu es, c'est ce que tu montres. Je sais pas si tu saisis la subtilité de ce que je dis là. C'est-à-dire qu'en fait, étrangement, même si on obtient, je sais pas, la validation, le compliment, n'importe quoi en fait, de l'autre, bah, au final, comme il y a une partie de nous qui sait que on le fait en se travestissant, ça diminue notre estime personnelle plutôt que de l'augmenter. Mmh. Ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais voilà, je parle même si ça peut faire, entre guillemets, en surface, c'est cool, c'est plaisant, c'est agréable, hein, ça, je ne remets pas en question. Mais où, du coup, profondément, ça va plus ancrer un peu plus ah, bah, tu vois, en fait, les gens, ils t'aiment quand tu n'es pas toi, Mmh. quand tu caches ça, quand tu dis pas ça, tu vois. Donc, du coup, c'est un cercle vicieux après. Ah, bah, du coup, il faut que je continue de le cacher, tu vois. Voilà. Donc, je pense qu'une chose qui peut aider à prendre conscience, puis là, je ne sais pas, ça me vient aussi, c'est de se poser cette question toute bête que moi, je fais beaucoup dans mes accompagnements, je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais cacher? Qu'est-ce que j'aimerais que les autres ne sachent pas de moi? Mmh. De tout lister. Qu'est-ce que je voudrais qu'on ne sache pas de moi? Très efficace, ça. Et tu peux le faire dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire, voilà, tu prends le cas d'un conflit dans une relation. OK, qu'est-ce que j'aimerais surtout pas que l'autre voit et sache de moi dans ce contexte-là. Et si c'est, bah, je voudrais surtout pas qu'il sache que j'ai envie de les triper ou que je suis en colère ou OK, bah, c'est que c'est là la zone de honte. Donc c'est que c'est là qu'il y a quelque chose à explorer, tu vois. Et que c'est là où potentiellement ça peut être intéressant de commencer progressivement à s'exposer dans ces zones-là. Mmh. Et s'exposer, encore une fois, je ne dis pas jeter tout à la gueule de l'autre. C'est pas ça, s'exposer. C'est pas ça l'authenticité. Non, parce que des fois, tu sais,
C'est bien récupéré par nos défensives et par l'ego qui se dit ah, c'est cool, moi je vais être transparent dans la relation. Ah, puis je me sers de ça, je balance tout à la gueule de l'autre. C'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Non, je parle vraiment d'une démarche d'aller découvrir avec l'autre ces espaces de vulnérabilité. Et bien souvent, ça fait très peur. Moi, je sais que quand je vais vers mon partenaire, lui dire ok, je vois que j'ai très peur, mais je sens que c'est important que je te partage que je vis aussi ça. Il se passe aussi ça, tu vois. Et Ouais. voilà. Et des fois, ça fait vraiment flipper, quoi. Donc, ça. Ouais. Mais d'ailleurs, pour étayer ton propos, il y a une très bonne question. Enfin, c'est plutôt, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque de la part d'Eliane, Oui. d'Elian, pardon, je sais pas trop Ouais. comment ça se prononce, qui dit pour moi, l'extrême difficulté n'est pas d'être soi-même dans la relation, Ouais. mais de comprendre combien l'exclusivité demandée, corps, sentiment, est illusoire en termes de sécurité. Ok, alors déjà, là, ça veut dire qu'il part du postulat que c'est une illusion de sécurité. Ouais. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça à 100%, mais je comprends le propos en tout cas, parce que je pense que, ouais, il y a des personnes vraiment pour qui ça contribue au cadre sécurisant, Mhm. cadre conscient sécurisant, de respecter une forme d'exclusivité et qui le choisissent librement et consciemment. Ouais. Ça, c'est quand même un truc que je veux poser, c'est que ce n'est pas forcément un choix. Alors, c'est vrai que souvent, c'est un choix fait par défaut que les gens n'ont pas re-questionné et où ils n'en comprennent pas forcément le sens profond. Et ils font ça parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire ça, parce que la morale veut que. Et à ce moment-là, oui, ça peut être vécu comme un enfermement. Ça, je l'entends. Et c'est moi-même des étapes. Enfin, moi, à un moment donné, j'ai complètement rejeté l'exclusivité parce que je me disais, mais c'est quoi le sens de ça? Pourquoi on m'impose ça? Moi, je veux faire ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, quand je veux. Voilà. Donc, Ouais. mais à un moment donné, effectivement, de ce que j'en sais et de mon expérience, il y a des personnes pour qui ça peut être un choix libre et conscient et qui augmente leur liberté. Donc, qui n'est pas forcément quelque chose qui les limite. Donc, ça, c'est la première chose. Si c'est vécu comme une limitation, et ça peut être le cas, selon ton fonctionnement, à ce moment-là, c'est ça qui est à regarder. C'est moi, peut-être, je fonctionne d'une façon où j'ai besoin d'autre chose que de l'exclusivité, par exemple. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, je m'obstine à aller dans des relations avec des personnes qui, elles, ont besoin d'exclusivité? Je veux dire, c'est quoi qui se passe à ce moment-là dans mon inconscient qui fait que je vais chercher ça, alors qu'en même temps, je me sens étouffée ou enfermée là-dedans. Et c'est souvent ce qui se passe, d'ailleurs. Et ça, c'est des histoires de résonance, de mémoire, de résonance de blessures, où en fait, on porte tous à la fois l'abandon et l'étouffement, paradoxalement, parce que souvent, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais en gros, dans les fonctionnements relationnels et dans ce qu'on a connu dans la plupart du temps avec nos parents, il y a un mélange de fusion-rejet. Voilà. Donc, du coup, on a autant peur de l'abandon qu'on a peur d'être accaparé ou étouffé. Ou, voilà. C'est les deux plus grandes peurs qui se réveillent dans les relations, en fait. Ce qui fait qu'on alterne les moments où on veut de la fusion et les moments où j'en veux plus, je fais ta vie, je fais ma vie. Voilà. Tu vois. Et en fait, c'est... attends, je reviens, j'ai perdu mon fil là. Où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça, c'est que souvent on attire des personnes qui vont résonner avec ça parce qu'on porte encore quelque part des blessures ou des mémoires en lien avec l'abandon ou l'abus. En fait, c'est ça qui joue en fait très souvent. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir de la difficulté des fois à se sentir, comment je pourrais dire? En fait, c'est ça aussi, c'est que tant qu'on a beaucoup de traumas inconscients, il y a aussi une réelle difficulté à se déposer, à se sentir en sécurité dans la relation. Donc pour moi, tout ce travail de se sécuriser, il passe aussi par, euh, comment je pourrais dire, prendre la responsabilité de mes processus de réintégration, de mes processus de guérison. Tu vois. Mhm. Mais ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que quelque part, la sécurité, enfin, générer cette sensation d'être sécure dans une relation, ça passe par mettre de la clarté sur ses besoins
et le plus possible en échangeant avec l'autre, par exemple, et d'aller trouver, justement, le cadre qui correspond le plus à nos besoins pour justement se sentir dans cette sécurité-là. Mais ça demande bien évidemment de pouvoir être complètement libre d'exprimer ce que l'on veut. Je prends l'exemple, voilà, parce que Eliane, tu nous l'as partagé. Je prends l'exemple, de l'exclusivité ou de la non-exclusivité des corps. Bah, si dans une relation, tu es complètement libre dès le début, ou même dans tes relations en général, de l'exprimer clairement, de ta position par rapport à ce sujet-là, tu vas naturellement attirer des personnes qui seront OK avec ça et qui voudraient relationner avec toi, avec qui tu es. Oui, Mais si derrière, il y a un côté, je prends un exemple, hein, genre, je séduis quelqu'un, je suis tout pipou et au bout de 2 3 semaines, je lui dis: «Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, pas trop, tu vois, sur l'exclusivité, c'est pas trop mon truc». Là, c'est à se questionner à quel moment tu te sens pas libre d'être toi dès le départ ou tout le temps avec toi. Je veux dire même, voilà. oui. Et souvent par dépendance affective, en fait. Je ne vais pas dire ce que je pense que il va pas. Ouais, tu sais, sans rentrer là-dedans, sinon on va trop dévier, mais j'ai l'impression que, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Ouais. de ce qu'on voit finalement, le cadre, Mm. que l'on apporte à une relation, c'est une structure, peu importe le sujet, concerné par ce cadre-là. Le cadre d'une relation, ça peut être un cadre relationnel sur, enfin, tout cadre relationnel est différent selon Oui, c'est pas le terme que je cherche. Les systémies relationnels, hein, que ce soit à plusieurs ou à 2, et cetera. Mais une fois que le cadre est clair, mais ça peut aller très, très loin. Je pense qu'on en avait déjà en plus discuté de ça. C'est genre, à un moment donné, quand tu parles d'exclusivité, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand oui, tu parles de liberté de corps, qu'est-ce que précisément ça veut dire? Est-ce que, ça peut aller très, très loin dans le détail, mais plus c'est poussé, finalement, plus finalement, comme pour un enfant, c'est sécurisant. oui. Parce qu'on sait exactement où on va. C'est ça. Et ce que j'ai envie de dire, pour revenir sur l'exemple que je donnais, tu sais, avec le sommeil de mon enfant et tout ce qu'elle disait dans ce livre-là, pour boucler un peu le truc, c'est que ce qui est profondément insécurisant dans toutes les relations, je n'ai pas vu d'exception, et j'y reviens souvent, hein, tu vas me dire, mais oui, tu m'entends parler tout le temps, c'est le flou. C'est-à-dire que, comme l'enfant qui ne sait pas ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe, et il est toujours sur le qui-vive de OK, en fait, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas si on se revoit la semaine prochaine ou pas, j'en sais rien, c'est le flou total, je ne sais pas ce que l'autre ressent, je ne sais pas ce que. C'est flou. Et plus il y a de flou, plus il y a d'insécurité. Plus il y a de clarté, même si la clarté, ça suppose de dire aujourd'hui, je ne sais pas ce que je veux, par exemple, ça apporte une clarté qui, du coup, sécurise. C'est-à-dire, j'ai l'information de OK, là où ça en est, qu'est-ce qui se passe maintenant en fait. Mmh. Et donc, je peux tout à fait exprimer ma totale liberté de créer et construire en conscience le cadre d'une relation et de le reconstruire chaque jour si j'en ai envie. Tu vois, parce que je veux dire, c'est quelque chose Mmh qu'on mh. Mmh mh. voilà, enfin, moi, je veux dire, dans ma relation, c'est ça, on en reparle constamment, on est tout le temps en train de réévaluer, de dire, ah, OK, ouais, ça, j'aimerais bien le faire bouger. Enfin, voilà, c'est. Mais on le fait dans une liberté, un peu comme l'enfant qui, ah, OK, le cadre est posé, donc du coup, je joue. Maintenant, je peux jouer, en fait, j'ai la liberté de jouer, OK? Et si j'ai envie à un moment donné que le cadre change, j'ai la liberté de changer ce cadre. Mais en fait, Mmh. la liberté, elle vient dans, OK, je prends la responsabilité de créer ce cadre et de m'amuser dedans. J'aimais beaucoup cette image que donnait Laurent, avec qui j'ai travaillé aussi, de finalement, c'est comme si tu veux construire une maison, tu n'as pas de fondation, tu n'as pas de toit, tu as juste des bouts de mur et tout ça. Ben, tu vas être tout le temps en train, dès qu'il pleut ou quoi, de devoir te couvrir, de boucher les trous, ça va être fatigant au bout d'un moment, tu vois. Alors que si tu construis les fondations, tu as ton toit, tout ça, ok, là, tu peux t'amuser dans la maison. C'est exactement pareil dans la relation. Tu construis en conscience ta maison, le cadre en conscience de ta relation, puis après, let's go, on s'amuse dedans, en fait, comme des enfants. C'est vrai, exactement le même fonctionnement. Donc, en fait, c'est intimement lié, la sécurité et la liberté. D'ailleurs, si tu regardes, c'est dans la pyramide de Maslow, là, dans les besoins fondamentaux, le besoin de sécurité affective, il est hyper important. Tu vois. Je veux dire, tu ne vas pas vers l'accomplissement ou que sais-je quand tu es en insécurité affective permanente. C'est comme si, par exemple, mettons, tu bosses
Et puis, à chaque fois, ton employeur, il dit, bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous payer, je ne sais pas si je vais vous Je payer. sais pas si je vais pas vous virer aujourd'hui, peut-être demain, j'hésite. Ouais, mais faites comme vous le sentez, puis on verra bien, tu vois. Mais pourquoi pas? Je veux dire, moi, je veux dire que je suis à mon compte, donc quand tu tiens une entreprise, bah, des fois, ouais, tu n'as pas de visibilité, des fois, tu ne sais pas, des fois, c'est flou, des fois, c'est l'inconnu, et puis tu marches avec ça, tu vois. Mais, mais en même temps, ça demande d'apprendre à dealer justement avec l'insécurité. Mais alors ça, c'est pareil. Je crois que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, mais là, je vais témoigner d'un truc très personnel au niveau de la sécurité, parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper insécure, mais vraiment, enfin, de fou, quoi. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse des années et des années de mon enfant. J'étais en insécurité permanente, tu vois. Et en fait, je crois que c'est à force de faire des expériences dans le sens que, comment je peux expliquer ça? Que quoi qu'il se passe, quand j'écoute ce qui est juste et bon pour moi, bah, en fait, un peu comme tu me disais avant, la vie pourvoit, c'est-à-dire en fait, si j'agis dans le sens de ce qui est juste pour moi, bah, de toute façon, je suis en sécurité. Et je suis en sécurité dans l'inconnu, je suis en sécurité dans le mouvement, en fait. Parce que c'est ça, souvent, on recherche la sécurité dans le figement, tu vois. Comme si ce qui allait nous sécuriser, c'est que maintenant, c'est bon, j'ai ça, et ça ne bouge plus, et je l'ai, tu C'est vois. ça. Et on confond la sécurité avec le figement. Et je crois que tout notre enjeu en tant qu'être humain, c'est de réapprendre à se sentir en sécurité dans le mouvement et de comprendre que c'est ce mouvement même qui, qui nous apporte une profonde sécurité qui essaie d'être en vie, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. C'est ça. Si, c'est très, très clair. Ouais. C'est très, très clair. Mais Yes. c'est très, très clair et effectivement, tu as raison, j'aime bien le terme de figement, Oui. parce que, quand on se met je prends l'exemple de la relation, hein, c'est Ouais. un Vas-y. quand on se met en relation, comment dire? On passe beaucoup de contrats implicites avec l'autre. C'est-à-dire Oui. des choses qui sont même pas nommées et qu'on considère comme acquises. Sauf qu'il y a tellement de flou dans dans ces contrats implicites, genre, je prends l'exemple de la, je suis fatigué, je trouve pas le mot. De la fidélité. Oui. On considère qu'implicitement ou et cetera, on se met en relation, c'est un exemple, hein, c'est un dogme assez répandu. Quand on se met en couple avec quelqu'un, on considère qu'on est fidèle l'un envers l'autre. On va se le dire une ou 2 fois, «Je te fais Mm. confiance, tu me fais confiance», mais chacun a sa propre définition de la fidélité et et du coup, on va cristalliser sur ça, tu vois? On va s'asseoir dans notre fauteuil en disant: «C'est bon, je Oui. suis en couple, on part du principe qu'elle va être fidèle, je vais être fidèle, c'est bon, j'ai plus d'efforts à faire, je peux cristalliser sur Oui. le marbre de l'inconscient et Mm. de ces règles d'or de la relation et on va laisser rouler». Sauf que, comme tu l'as dit, bah, tout est mouvement et notre relation, notre maturité, notre personnalité évolue avec la relation. La relation en elle-même en est impactée, elle évolue aussi. Et si dès le départ, le véhicule, il est boiteux, il manque une roue ou il n'y a pas de moteur, parce qu'on n'a pas, dès le départ, Mm. posé des jalons clairs pour les premiers miles de la relation, en se posant, en se disant, ben voilà, moi, ce que j'attends d'une relation, c'est ça, 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 ça. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, hein, ça peut évoluer demain, mais ce que j'ai besoin aujourd'hui pour débuter une relation en sécurité, en étant serein, c'est ça, 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 ça. Et toi, qu'est-ce que c'est? Voilà, on en échange, etc. Et, euh, et après, on commence comme ça. Et puis après, on réévalue. On peut s'arrêter un petit peu comme on s'arrête sur Ouais. l'autoroute 66 aux diners. On se pose, on prend la carte, on dit OK, alors c'était sympa ce petit bout de chemin ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé? OK, ça m'a pas trop plu. OK, et puis on ajuste Oui, au c'est fur ça. et à mesure. Avec le feedback de l'expérience aussi. C'est ça. Bah oui, le feedback d'expérience. Oui, c'est ça, en fait. C'est OK, on se dit, ah, on va essayer comme ça. Il y a le feedback de l'expérience. OK, qu'est-ce qu'on a envie de bouger? Mais après, tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis, moi, j'ai beaucoup fait ça, tu vois. OK, tu poses le cadre en conscience, tout, parce que c'est quelque chose que j'ai longtemps pas fait dans mes relations. En tout cas, à un Ouais, moment, je suis allée à fond là-dedans, mais du coup, je suis tombée dans l'excès inverse de contrôle, tu vois. Où, ouais, c'est pas. voilà, où pour me sécuriser, tu vois, il fallait que tout soit hyper. Et où après, une fois que le cadre était fait, j'avais tendance à me figer dedans, justement. Ouais, Et en fait, justement, après, il m'a fallu réapprendre à, OK, en fait, finalement, presque tous les jours, ça peut. En fait, presque, je dirais, ce qui me crée de la sécurité aujourd'hui, c'est. Il
d'être en capacité d'écouter et de nommer et d'écouter ma vérité et celle de l'autre. En fait. C'est-à-dire, ma vérité du jour, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui, tu vois? Et des fois, ça n'a pas besoin de changer pendant une semaine, mais des fois, ça a besoin de changer tous les jours pendant un certain temps. Et tu vois, et en fait, c'est ça qui va faire que, OK, on bouge, on ajuste, on essaye de ressentir qu'est-ce qui se passe, et tu sais, dans des subtilités. Et c'est là que ça devient hyper riche, en fait. C'est là que ça devient une aventure incroyable. Et en même temps, justement, on a toujours, et c'est humain, envie de figer, de sécuriser et de dire ça y est, ça c'est bon, et maintenant ça bouge plus, etc. Et c'est humain, tu vois, d'avoir besoin de faire ça. Et en même temps, bah, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même besoin d'un noyau, c'est-à-dire, je sais que quoi qu'il arrive, en fait, et quelle que soit la forme que ça prend, l'autre est là et l'autre va être en capacité de me dire sa vérité et d'accueillir la mienne, peu importe la forme que ça va prendre notre relation. Ça crée une sécurité. Je peux même pas l'expliquer, tu vois. En fait, c'est à toute épreuve, tu vois. Du coup, bah, ok, on va juste faire ce qu'il y a à faire chaque jour, tu vois. Et ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que ça va pas remuer ou que ça va pas faire des émotions, tu vois, mais c'est ça. Bref. Juste, je vois que il y a des commentaires. Qu'est-ce que tu parles bien, Sarah? Merci. Non, mais ça fait très plaisir. C'est très clair. Bon, bah, c'est cool, hein. Tant mieux si c'est très clair pour vous. D'ailleurs, oui, je tiens à partager. Donc, je vous disais que donc là, il y a plein de nouveaux processus, les immersions en présentiel qui reprennent, mais aussi, là, justement, comme je relance le processus sexualité sacrée, et j'ai mis un post sur mon groupe récemment, enfin sur le groupe récemment, j'ai demandé s'il y avait des personnes qui voulaient témoigner. Et du coup, là, dans le cadre aussi du lancement, il va y avoir 3 hommes, et ça c'est top, 3 hommes et une femme qui vont venir. Donc, il va y avoir une série de lives, en fait, dans le groupe Conscience et Jouissance, où ben, ils vont partager, témoigner de leur expérience, de qu'est-ce que ça leur évoque, voilà, de chacun. Donc, il y aura 4 lives pour l'instant, peut-être plus après. Mais ce qui est trop cool, c'est qu'il y a 3 hommes. Et ça, je trouve qu'il y a tellement besoin, en fait, d'entendre des hommes sur le thème de la sexualité sacrée, franchement, et d'avoir leur témoignage, parce qu'on entend de plus en plus quand même parler de ça, mais c'est beaucoup relayé par les femmes. Il y a quand même encore peu d'hommes, bah, à part Jean-Philippe Ruette, avec qui j'avais déjà fait un live, et toi, où tu as parlé aussi de certaines choses dans nos lives. Ben, il n'y en a pas tant que ça qui en parlent, qui en témoignent vraiment. Donc, d'ailleurs, il y aura Jean-Christophe Fèvre, je ne sais pas si tu le connais, qui va témoigner et qui, d'ailleurs, m'a invité à faire un podcast sur le sujet aussi dans les podcasts qu'il fait. Voilà, donc je vous parle bientôt de tout ça. Et puis, je ne sais plus ça. Vous avez des partages ou des commentaires, parce qu'on arrive tout doucement. Bon, on était en retard, hein. Mais on arrive tout doucement. On était exactement à la bonne heure. On a fait les VIP, on s'est fait désirer. Des commentaires. Ah, ça vient de chez toi? Je crois que ça vient de chez toi. Ça vient bien de chez moi. Je l'ai coupé. Bon, je sais pas, on va attendre un peu s'il y a des questions, des réflexions. Moi, je sens que je suis arrivée au bout, là. Ouais. J'avais à dire. Et donc, du coup, là, pour tous tes programmes, ils sont déjà prêts, ils sont déjà mis en place ou tu es en cours dans processus de création? Bah, Union Sacrée, il est prêt. C'est juste qu'il est constamment en évolution, c'est-à-dire que je refais régulièrement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il est prêt. C'est un problème, même parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'il faudrait que je le refasse tout le temps parce que moi-même, j'évolue tellement vite, des fois, que je me dis, ah, mais en fait, il faudrait que je refasse ça, je refasse ça. Puis, bon, donc ça, c'est un... c'est un autre sujet. Mais du coup, ouais, Union Sacrée, de toute façon, bah, je veux dire, ça fait longtemps qu'il est créé, je veux dire, sur la plateforme et tout, il est dispo. Après, le processus sexualité sacrée, là, à la base, je l'avais proposé une première fois et j'avais fait des vidéos aussi, comme pour Union Sacrée, sur une plateforme et tout. Mais là, vraiment que ça me pousse à le faire uniquement avec des sessions en direct enregistrées, on voit en replay et où je leur ferai faire des exercices pratiques. Puis j'ai déjà tout ce que je vais faire en fait dans les sessions, mais
je sens vraiment que ça me demande d'aller dans une énergie justement que du direct, quoi. Vraiment que du direct. Et après, eux, ils auront des choses à faire d'une séance à l'autre, d'une session à l'autre, tu vois. Mais ouais, là, surtout pour ce thème-là, sur la sexualité, tu sais, ça va toucher des zones tellement profondes, tellement intimes, tu vois. J'ai vraiment senti que c'était plus juste comme ça, tu vois. Mm. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, je crois que de plus en plus, hein, je vais laisser l'accès pour ceux qui veulent. En fait, juste les enseignements sur la plateforme, ils peuvent prendre que l'accès. Mais au moins, ça me demande vraiment dans un côté vivant et d'être dans le direct, quoi. Dans le présentiel, dans le direct, d'où le fait que je reprends les immersions présentielles aussi, quoi. Ça, c'est génial. Ouais, c'est trop cool. Mais d'ailleurs, j'en fais une à Bordeaux, en one-to-one bientôt. Donc, Ah potentiellement. ouais. Ok, bah écoute, tu m'appelles, hein. Ah mais non, tu seras one-to-one pendant tout le, c'est du gros, Ouais, mais grosse moi, immersion. je vais venir, je pense, plus longtemps que le temps Ok, d'immersion. ça marche. Top. Voilà. Bon, je crois qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de partage. Donc, on va s'arrêter tout doucement, hein. On Merci. va, on va se dire bonsoir, on va vous dire bonsoir. Voilà, merci à tous et à toutes pour vos partages, pour votre présence. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter, même si vous regardez en replay, parce que vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais l'algorithme Facebook est tellement pourri en ce moment que s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de... en fait, Non. voilà, c'est très peu visible. Donc, plus vous likez, plus vous faites savoir que ça vous parle, plus il y a de chances que d'autres gens le voient aussi. Voilà. Donc ça Vous nous participe. encouragez, Voilà. mettez des hashtags replay, des hashtags merci, des hashtags tout ce que vous voulez, Oula. commentez. Voilà. Non, vraiment, voilà, si vous voulez soutenir Sarah, ça ne vous coûte rien et ça permet de la mettre en avant sur Facebook. Donc, il vous suffit juste de lâcher un petit commentaire, tout simplement. De partager, de rendre. Ouais, de partager. Parce que c'est vrai que l'air de rien, on partage quand même pas mal de trucs dans le groupe. Donc c'est cool si c'est relayé. Exactement. Voilà, voilà. Et bonne soirée tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.